Merci à notre invité pour sa participation à notre émission. Nous savons qu'il est très très occupé, il a un emploi du temps très très chargé. Là, je crois qu'il a pu dégager 2 heures pour Radio 3. Encore une fois, merci. Alors, je vais vous poser une première question. Oui. Vous êtes fondateur d'une revue, Connaissance de Paris et de la France. Pourquoi cette revue à l'origine? Oh, c'est très simple, c'est que comme je suis d'abord un piéton de Paris, que j'aime voir, regarder, que j'aime ensuite parler, communiquer, forcément la parole appelait l'écrit. Et j'aime aussi l'image. Alors, une revue, c'est quelque chose qu'on porte au fond de soi. Pratiquement chacun d'entre nous a un livre, a un article, enfin, a quelque chose qu'il a envie de laisser comme bouteille à la mer. Alors, comme à cette époque-là, je n'étais pas tout à fait sûr des journaux, et puis que le meilleur moyen de communiquer, eh bien, c'est de s'en donner les moyens. Alors je me suis donné les moyens de cette folie qui m'a à peu près ruiné. Et comme je n'avais pas d'argent, c'était vraiment aller un peu encore en dessous de l'étiage. Mais j'y ai repiqué puisque j'anime avec ma femme cette revue Connaissance de Paris et de la France, mais également une autre revue qui s'appelle Paris au 100 villages et qui à l'origine a été fondée par un de mes collaborateurs et que j'ai reprise. Enfin, tout ça, c'est pour dire l'histoire des hommes à travers la ville. Et puisque votre émission est consacrée au folklore, mais disons que ce folklore, il existe à Paris. Et ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est de vous dire comment, non seulement il existe dans la réalité, mais comment je le ressens et comment nous le voyons chaque jour, peut-être en n'en ayant pas tout à fait conscience, comment nous pourrions y participer, comment, en fait, le présent et le passé se donnent la main à travers ces traditions. N'est-ce pas? Vous êtes justement, vous, situé rue Saint-Martin, et vous ne l'êtes pas par hasard. Eh bien, c'est vrai que la rue Saint-Martin et la rue Saint-Denis, voilà quelque chose qui est présent dans le drapeau de la ville de Paris, et donc dans le drapeau français, puisque c'est le bleu du manteau de Saint-Martin et c'est le rouge du sang de Saint-Denis, qui sont les deux couleurs de Paris. Et avouez que mêlé au blanc du Christ roi, ou du roi très chrétien, que cela ait donné un drapeau républicain, vous indique bien que la tradition nous porte, et qu'en réalité, les formes changent, mais que ces formes elles-mêmes vêtent quelque chose de très profond, qui est notre réalité, notre essence. Mais si vous voulez, restons dans le quartier et allons directement au folklore. Vous savez que vous êtes sur la rive droite, donc dans ce qui est la ville, avec un grand V. Paris, ce n'est ni la rive gauche, ni l'île de la Cité. L'île de la Cité, c'était la conciergerie, la résidence des rois, le comte des cierges, qui a donné son nom au concierge, était son haut fonctionnaire. La rive gauche, c'est toujours, et dans les deux cas, c'est toujours, l'université, le quartier intellectuel qui dépendait de l'église de Notre-Dame. Paris, ville franche. Paris est né lorsque le roi a vendu, à la demande des Parisiens, à l'association des marchands, la grève. Et ça se passait très précisément à la fin de l'année 1140. Et l'hôtel de ville est installé sur la rive droite. Eh bien, l'église, la seule église de Paris où sont toujours les confréries, qui ne s'appellent plus confréries parce que confrérie, ça a quelque chose de très ancien. Et quand la Révolution est venue et que les choses se sont un peu calmées, il a fallu, je dirais un peu comme fait très souvent notre ami Edgar Faure, vous savez, justement changer les noms pour faire semblant de changer les réalités. Et on a transformé le mot confrérie en mot société. C'est très intéressant parce que la confrérie, vous le savez bien, c'est les frères qui sont ensemble. La société, qui vient de socius, ce sont les amis. Eh oui, un petit relent d'antiquité, de paganisme. Mais quand vous entrez dans Saint-Eustache, qui est donc l'église des Parisiens, celle de la ville, celle aujourd'hui et toujours où il y a des chapelles réservées aux sociétés. Eh bien, chaque année, il y a la grande messe des charcutiers. Voilà quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de tout plus extraordinaire que ces charcutiers qui ont une petite chapelle juste à l'entrée, là quand on vient non pas par la rue du Jour, l'entrée principale, mais par le métro Halle, et on rentre là à la Pointe Saint-Eustache. D'ailleurs, petite parenthèse, le mot Pointe Saint-Eustache n'est écrit nulle part. Les amoureux, comme les gens qui se retrouvent à la sortie du bureau, se donnent toujours rendez-vous à la Pointe Saint-Eustache. C'est un lieu dit. Il n'a jamais été écrit, mais c'est... Et d'ailleurs, le nom se retrouve à l'enseigne d'un café voisin, car l'histoire d'une ville se fait souvent par les enseignes de café, du moins en France, et à Paris en particulier.
Il est amusant d'ailleurs de voir que, pour continuer ma parenthèse, et j'espère que les auditeurs vont me suivre dans ce labyrinthe, eh bien, il y a d'une part le café du président Fallières, et d'autre part le café de la Pointe Saint-Eustache. Le président Fallières, il y est venu, il y a d'ailleurs son buste. C'était un café laïque. Celui de la Pointe Saint-Eustache, c'était plutôt le café religieux. On allait les deux ensemble. Alors, on rentre donc là, à Saint-Eustache. À gauche, on a la petite chapelle des Charcutiers, avec les deux vitraux. Et là, je vais aborder encore une autre parenthèse, il y a un problème politique, mais politique, religion, société, vie quotidienne, tout ça est ensemble. Cette chapelle a été faite sous le maréchal Pétain. Ah! Je dis maréchal Pétain, on va se dire, il a des opinions. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, on disait travail, famille, patrie. De la même façon que ils sont devenus des associés après la Révolution, ils sont redevenus des confrères, pratiquement à cette époque-là. Et cette société qui s'appelle Le Souvenir a là ces deux vitraux dédiés là, bien sûr à Saint-Antoine, patron des charcutiers, mais l'autre à Saint-André, patron des poissonniers, parce qu'il y avait là la confrérie de la Marée autrefois. Nous n'étions pas loin du pavillon du poisson lorsque les Halles étaient encore ici. La confrérie de la Marée a disparu, alors les charcutiers ont voulu être à leur tour le souvenir des poissonniers. Mais une année, un de mes amis oratoriens, qui est poète et qui s'appelle le père de Tanguy de Pouette, un nom qui fleure la Vendée, et qui a beaucoup de charme, qui est une espèce de mystique de la vie de tous les jours, a accueilli les charcutiers pour la grande messe annuelle, et il leur a prêché sur le cochon serviteur de Dieu, car le cochon donne tout, et cochon qui s'en dédie, car généralement chez les hommes ce n'est pas tout à fait pareil. Mais vous voyez, il n'y a pas seulement la confrérie des charcutiers, il y a aussi la chapelle Saint-Joseph, qui n'accueille pas simplement les travailleurs en général, mais les travailleurs de la Halle. Et d'ailleurs, vous avez été, d'autres Parisiens, se promener à Saint-Eustache, et vous avez aperçu cette œuvre moderne d'un sculpteur contemporain qui représente le départ des Halles, et qui se trouve dans cette chapelle Saint-Joseph. Alors il y a, je dirais, les vieilles peintures murales du 19e siècle, et puis cette œuvre qui est presque une espèce de néo-réalisme, style pop art, mais tout ça dédié aux gens de la Halle. Eh bien là, nous sommes en plein folklore profond, et qui correspond à une réalité, car les charcutiers sont toujours présents là, sur le carreau des Halles, et je dois dire que les travailleurs de la Halle, ils sont également des habitants, parce que souvent ils travaillent à Rungis, mais ils ont conservé leur appartement dans la rue Montorgueil, dans la rue Montmartre ou dans la rue Jean-Jacques Rousse. Alors à l'opposé de ça, qui est un folklore religieux, et je dis folklore vraiment en employant le mot avec toute sa profondeur, c'est quelque chose qui est vraiment enraciné, comme on dit maintenant, quoi qu'on abuse un peu de ce mot-là, vous savez, on abuse de tous les mots, culture, communication, enracinement, bon. Et puis nous avons le folklore laïque. Alors, quand un Parisien ou un touriste se rend à Montmartre, il se dit « ça y est, je vais au royaume du folklore ». Pour moi, qui le connais bien, parce que j'en connais les animateurs, les héros, je peux vous dire qu'ils se prennent au sérieux. Ils ne sont pas sérieux, mais ils se prennent au sérieux. Et à quoi correspond ce folklore? Ce folklore qui est né exactement à une date bien précise et bien liée à l'histoire de France, puisque c'est après la guerre 14-18. Et en fait, avant que ne naisse la République de Montmartre, avant que ne naisse la Commune libre, qui, c'est sûr, est un souvenir de la Commune de Paris, donc vraiment un souvenir de l'indépendantisme qui est chevillé au corps des Montmartrois, eh bien, il est né une action sociale, le dispensaire de Francisque Poulbeau. C'est vrai. C'est ça, en fait, qui a donné l'élan à tout le reste. Mais, finalement, où se trouve-t-il, ailleurs que là, à Paris, des gens qui, à longueur de journée, ne rêvent qu'à organiser des fêtes qui ne leur rapportent rien, où l'argent n'entre pas en jeu? Et puis je dois dire une chose, c'est qu'à travers ces fêtes, on peut, nous, gens de l'extérieur, percevoir ce qui est l'intimité d'un quartier. Je vous donne un exemple. Vous avez tous, vous qui êtes là dans le studio avec moi, et les auditeurs, entendu parler de la course au ralenti, la course de lenteur, qui remonte la rue Le Pic, quelques centaines de mètres. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est le point de départ de cette course. Elle part devant le 42 de la rue Le Pic. Et le 42 de la rue Le Pic, c'est pas le Montmartre d'en bas, le Montmartre de Pigalle et de Blanche, c'est pas le Montmartre d'en haut de la place du Terre, c'est le Montmartre intermédiaire, du côté de la place des Abbesses, là où en fait il y a Montmartre. Parce qu'en haut ils n'y sont plus, en bas ils ne peuvent y être. Ils sont là à mi-chemin de la colline, et ça se passe devant la Pomponette. Et la Pomponette, c'est un café derrière lequel, à la place d'un poulailler, s'est fondé un jour le dispensaire de Poulbeau et de ce qui deviendra la République de Montmartre. Et il y a une enseigne peinte. Et dans cette enseigne peinte, et ça, allez la voir, vous trouverez tous les personnages de cette commune et de cette République. Mais je veux dire que ce point de départ, c'est le lieu où
tous les matins, n'importe qui peut y aller, il y a plutôt des hommes que des femmes, au comptoir, au milieu d'un petit musée naturel, où il y a toutes les œuvres de Poulbeau et de ses amis, où il y a les lettres et les photos et les gravures. Eh bien, on est en plein dans cette espèce d'aventure qui était celle des artistes. Et vous savez, je crois que c'est une banalité de le dire, mais qu'on soit religieux ou qu'on soit artiste, on est toujours relié à une humanité, à une bonté. Vous voyez le point commun qui existe entre l'oratorien qui me parlait un jour des charcutiers tels que je viens de vous le dire, ou ces gens qui se réunissent à la Pomponnette à l'heure de l'apéritif vers 11h30, eh bien c'est la bonté, c'est l'amitié. Et le vrai folklore est amical. Vous avez remarqué que j'ai dit les Montmartrois, on dit les Parisiens. Il y a peu de quartiers de Paris où on porte le nom du quartier. Mais quand on habite un quartier comme ça, c'est que ce quartier a un folklore, c'est qu'il a une tradition profonde. Les Bellevillois, moi j'habite Charonne. Les gens de Charonne, on ne leur donne pas de nom, à vrai dire. Ils devraient s'appeler Charonnais et Charonnaises. Je n'ai jamais entendu ce nom. Comme je suis au bord du Père-Lachaise, on dit Père-Lachésienne, mais ça, c'est du snobisme contemporain. Mais prenez un autre quartier de Paris, l'île Saint-Louis. Il s'appelle Louisien et Louisienne. C'est tout à fait reçu. Alors, c'est sûr qu'en face de ça, un petit peu comme, je le disais tout à l'heure, du snobisme, il y a les germano-pratins et germano-pratines. Ça ne signifie pas grand-chose. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'à l'île Saint-Louis, où aujourd'hui n'habite que essentiellement la jet society, comme on dit, et finalement, quels sont les natifs? Peut-être une vieille dame de mes amis qui était la dernière patronne de bateau lavoir. Ouais. Mais s'appelant Louisien et Louisienne, ça les change un peu. Ça leur donne, je dirais, une espèce d'unité, d'homogénéité. Je dois vous dire d'ailleurs, puisque nous parlons de tradition, qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils pourraient porter un nom qui est, pour un Parisien, au cœur de Paris, le nom le plus précieux. C'est les gens qui habitent la rue du Petit Pont. Car le Petit Pont, qui fut le premier pont de Paris dans des temps antidéluviens, eh bien, avait donné son nom, d'après l'origine latine, aux gens du voisinage. Il s'appelait des Parvis Pontins, parce que c'était le Parvus Pons. La rue est toute petite, au devant de la rue Saint-Jacques, qui nous relie à toutes les traditions, comme chez vous, rue Saint-Martin, rue Saint-Denis, qui étaient les entrées et sorties de Rois. Eh bien, la rue Saint-Jacques, c'était le chemin des pèlerins, et c'est vrai qu'on pourrait parler de ça, et c'est vrai d'ailleurs que quand on passe devant la tour Saint-Jacques, on a cette plaque remise il y a quelques années, lorsque l'on a réinauguré, recommencé les pèlerinages, sentant que c'était nécessaire. Eh bien, je dois dire que cette conscience d'habiter un quartier, de temps en temps, ça donne naissance justement à des communes. Elles ne sont pas de parade, comme on pourrait croire. Vous savez, à la commune libre de Montmartre, c'est le seul endroit où l'on célèbre, parce qu'on a conscience d'être laïque et révolutionnaire, le baptême robespierriste. Il n'y a que 2 endroits en France, qui est le baptême républicain. Quelles que soient ces idées, c'est important que ça se passe là. C'est officiel et c'est sincèrement vécu. Alors, de la même façon, il y a eu une sorte de commune libre à l'île Saint-Louis. Parce que les collines et les îles ont ceci de commun qu'elles se sentent à part. Et que le folklore, c'est une façon de se sentir avec les autres, mais à part. Et c'est ainsi que, dans les années 25, il y avait un doge avec tout son conseil. Il y a eu la mouffe, bien sûr. Et voyez, quand je dis la mouffe, vous êtes à côté du Sébasto. Eh bien, voici du folklore, la façon de parler. La façon de parler en abrégeant. Je dois dire d'ailleurs que si Parigot s'est ajouté, eh bien moi je préfère retrancher. Et parmi ces mots qui sonnent bien, qui font partie de ce langage qui abrège, et d'ailleurs au fond les enfants des écoles continuent à le faire, vous êtes juste à côté de la quinquampe. Quincampoix, la quinquampe. C'était d'abord un nom de bourgeois, mais en plus ça devient comme un nom de fille. Vous voyez, le folklore a de ses gaietés. Et puisque je parle de folklore gay, eh bien, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, de notre temps, on fabrique aussi du folklore. Et est-ce que ça veut dire fabriquer ou est-ce que ça veut dire que ça devient vrai? Prenons un exemple qui est connu de tous les Parisiens, la fête de la Batellerie. Elle existe seulement depuis 1958. Son fondateur est bien vivant, il s'appelle Gilbert Legrand. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Eh bien, il a essayé, bien sûr, de faire une fête que on pourrait considérer comme une espèce de rassemblement de tout ce qu'il y a de commercial, de tout ce qu'il y a de politique, de tout ce qu'il y a de religieux, enfin, où tout le monde y trouve son compte. Mais déjà, c'est bien de faire une fête comme ça. Il a essayé de retrouver dans cette fête l'origine de la ville, parce que le folklore, c'est les sources. Quelle est l'origine de Paris? C'est la Seine, ce n'est rien d'autre. D'ailleurs, pourquoi êtes-vous rue Saint-Martin? J'y reviens à votre rue Saint-Martin, si bien chantée par Desnos et quelques autres, car tous les grands poètes ont fréquenté ce quartier. Eh bien, elle
elle, la première à avoir porté ce nom. Saint-Martin a d'abord donné son nom à l'île Saint-Martin. Et vous êtes dans l'île Saint-Martin, mes amis, entre le bras de la Seine actuelle et l'autre bras de la Seine, qui est occupé aujourd'hui par le canal Saint-Martin, qu'il l'a retrouvé par hasard. Et vous voyez comme l'artifice des hommes, de temps en temps, eh bien, il retrouve ce qui fut créé, comme si ça nous était donné. Mais revenons donc à cette Seine qui nous a tout donné, et ceux qui nous gouvernent, car ce sont les nôtres qui se sont transformés d'abord en association hanséatique, et ensuite en municipalité. Cette Seine qui nous a donné la richesse, parce que nous avions beaucoup de bois et de pierres. Comment se passe donc la fête de la batellerie? Et vous allez voir où je veux en venir, parce que pour moi, c'est l'image même de la trace, de la mémoire. Vous savez, ça dure 3 jours. Le vendredi soir, on va chercher, alors là c'est très militaire, la flamme sous l'arc de triomphe, et on l'emmène ou on l'emporte. Elle est humaine et elle est animale. On peut employer donc les deux verbes à la maison de la batellerie, là, au port de Bercy, là où sont toutes les péniches. Le lendemain matin, elle prend un bateau, qui est toujours différent, mais qui est paré, escorté par 30 autres bateaux, et elle va jusqu'à Conflans, et elle est déposée dans le bateau-église, qui porte un très beau nom d'ailleurs, Je sers. C'est une devise qui est celle de toutes les églises, qui devrait être celle de toutes les églises du monde. Le dimanche matin, enfin, après toutes les fêtes qui accompagnent ça, qui vont depuis la joute nautique jusqu'aux essais de scaphandres, en passant par le bal et les expositions de peintres amateurs de Conflans, etc., etc., il y a la messe, célébrée à bord de l'église marine. Mais, ce qui pour moi, parisien, est essentiel, ce n'est pas la flamme, ce n'est pas le défilé, avec y compris il y a quelques années la péniche L'Homme de Picardie, parce qu'il y avait eu ce feuilleton à la télé, et que l'imaginaire et la réalité, ça se conjugue. Mais c'est quand tous ces bateaux venant de Bercy, Bercy qui était l'octroi, l'entrée de Paris en Seine, et non pas ni le pont national ni le pont du périphérique, quand les bateaux passent devant l'île Saint-Louis, sur le Grand Bras, en bas du quai de Bourbon, devant le numéro 19, à l'angle de la rue Leregratier. Je donne cette adresse précise parce que vous entendez et vous rêvez, mais allez vous promener. Pour moi, le visible et l'invisible sont toujours ensemble. Et quand ils passent là, tous les bateaux cornent. Que salue-t-il? Un moignon de pierre, qui est là, sous une cloche, qui est partie cloche, partie pot à feu, symbole du dais de l'Église. C'est un moignon de pierre qui fut abîmé par la Révolution et qui représente Saint-Nicolas. Et ce Saint-Nicolas, ce n'était pas le patron. Il est bien sûr le patron des bateliers, mais ce n'était pas le patron spécifique des bateliers qui était représenté par cette image en pierre. C'était le saint patron du propriétaire de l'hôtel, qui s'appelait Nicolas Jasso, et qui construisit cette belle maison au XVIIe siècle. Mais comme nous sommes dans l'île Saint-Louis où l'on célèbre le 25 août, la fête des rois, comme il y avait des reposoirs, cette statue était un reposoir, et cet homme, j'en suis sûr, pensait avoir plein de bénédictions. Que chaque 25 août, un reposoir soit contre sa maison. Et cette statue est juste au-dessus de l'écriteau de la rue Leregratier, qui s'appelait autrefois la rue de la femme sans tête, car il y avait là le cabaret de Luce du Cru, celui qui décervelait les femmes savantes, vous savez, les poisseuses ridicules, toutes ces femmes qui se prennent pour et qui finissent par toujours embêter les hommes. Alors, quand les romantiques habitaient l'île Saint-Louis, ils appelaient ce Saint-Nicolas qui avait déjà perdu sa tête, la femme sans tête. Et aujourd'hui, Nicolas Jasso, qui y pense seulement les historiens, mais il est récupéré, il est renouvelé, il est métamorphosé par ce folklore qui est faux, mais qui est en même temps profondément vrai. Alors, puisque nous parlons ainsi de folklore fabriqué par un homme seul, qui est le dernier grand créateur d'une fête qui est en train d'oublier son auteur, et c'est ça l'essentiel, eh bien, j'aimerais, je dirais pour terminer provisoirement, parler des fêtes d'aujourd'hui, telles qu'on essaye de les installer dans la ville. Nous avons heureusement une mairie, et cette mairie dit « il faut faire la fête !» Comme dit l'Express, soyons ludiques. Oui, jouons, mais on ne joue pas comme ça les fêtes du Pont-Neuf. Croyez-vous qu'elles soient vraies? C'est d'ailleurs un tas de mes amis qui y vont, et des amis qui sont des acteurs ou des chanteurs très sincères par endroits. Mais quand ils se trouvent sur le Pont-Neuf, c'est bête, mais ils jouent faux, ils chantent faux. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas au milieu d'une fête, ils sont au milieu d'une espèce de turbulence. Ce n'est même pas les grands magasins, car les grands magasins, c'est une fête. Tout ce qui est rituel est fête, profondément. Alors,
Il y a à l'opposé de ces fêtes fabriquées, financées, même si c'est un mécénat heureux et ça fait vivre plein d'artistes, et tant mieux. Il y a à l'opposé de ça les fêtes de quartier. Moi par exemple, dans mon quartier, qui est un quartier d'associations très vivante, où il y a Charonne, où il y a Ménilmontant, où il y a Belleville, toutes les associations du quartier s'y sont mis pour faire des chars, des défilés, des musiques. C'est amateur, c'est professionnel, c'est tout à la fois, mais il y a tout le peuple dans la rue. Le peuple. Et vous savez, pour moi qui aime tant Paris, qui aime les villes, parce que les villes sont notre miroir. Donc elles nous donnent la mesure de notre démesure et aussi de notre raison trop raisonnable. Eh bien, quand je vais à Lisbonne, que j'aime plus que tout au monde après Paris, ou quand je vais à Rome et que je vois ces gens dans la rue habillés de blanc ou habillés de noir, c'est une fête parce qu'il y a cet échange. Les hommes sont comme le sang visible de l'humanité. Mais je sens bien que je m'emballe. Et comme la nostalgie n'est plus ce qu'elle était, comme a dit quelqu'un qui habite Place Dauphine, eh bien, voici pour moi ce qu'est l'image même d'une mémoire un peu déchirée. Quand vous allez Place de la Bastille, où de temps en temps on célèbre cette grande fête, ce qui appartient vraiment au folklore, à savoir le 14 juillet, et que je rentre dans l'ancien Dupont Bastille. Vous savez, ce grand café qui se trouve là à l'angle du boulevard Beaumarchais et de la rue de la Bastille, que l'on appelle maintenant le Carillon de la Bastille, parce que le nouveau patron, qui d'ailleurs a gardé en sous-titre le Dupont, a acheté, ce qui est extraordinaire, le dernier vestige de la Bastille, l'horloge de la capitainerie, cette horloge qui s'est arrêtée un jour, qui était le 14 juillet. Eh bien, au fond du café, il y a un grand panoramique. Et ce panoramique date d'il y a une trentaine d'années. Oh, c'est un peintre décorateur sans envergure qui l'a peint. Mais qu'est-ce qu'il a peint là? Eh bien, il a peint l'haltérophile. Il a peint le montreur de marionnettes. Il a peint les danseurs. Il a peint en fait des gens qui étaient les personnages. Les personnages qui venaient là sans être ni des forains, ni des gens de la rue, que les uns et les autres appellent des clochards parce que, dit la tradition, ils marchaient à cloche-pied. Ils étaient les cheminots de la boiteuse. Ouais. Eh bien, ces gens-là, dans les rues, ils existent toujours, mais ils sont pudiques. C'est eux qui créent le folklore quand vous passez sur la scène et qu'on dit « Tenez, regardez, le pont Neuf », et l'on se trompe car c'est le pont du Carrousel qui est l'hôtel des courants d'air, où il y a, vous le verrez, le jour où vous serez pauvre, allez-y, vous y serez avec vos frères, et ça ne vous fera pas de mal, et ça ne nous fera pas de mal. Là, dans les petits cabinets qui sont de part et d'autre du pont du Carrousel, il y a des bancs, on est à l'abri, et puis on peut faire chauffer sa boîte de conserve. Ça s'appelle une chaufferette, d'ailleurs, un petit mur à l'abri du vent où la flamme ne meurt pas. Ces gens-là de la rue, ce sont mes amis. Un jour, j'en ai rencontré un qui m'a tout appris. Il m'a appris à faire les poubelles, il m'a appris le jeu de la petite barre de fer qui va chercher tout au fond très rapidement, le jeu de l'aimant qui tire ce qui est métallique et autres. Il s'appelait lui-même Compagnon de la Cloche. Son nom, Lionel Girard. Il a écrit un livre qui n'a jamais été publié, que je publierai peut-être un jour, mais il ne veut pas qu'il soit publié, parce que me faudra-t-il attendre sa mort, si je meurs après lui, peut-être. Cet homme-là, eh bien, il avait la dignité, je dirais, du folklore, la dignité d'un langage, la dignité des mœurs, la dignité de l'invention, de l'imagination. Parce que vous voyez, finalement, ce qui est vrai dans tout ça, que ça existe ou que ça n'existe pas, c'est que le folklore, c'est ce qui est venu de nous, c'est notre sentiment qui est devenu image. Voilà, c'est en quelques mots mon petit journal de l'après-midi. Est-ce que vous pouvez nous parler, je sais que vous êtes très pressé, mais du guide que j'ai trouvé passionnant, un guide du Paris alchimique. En quelques mots. Je vous dirais que ça appartient, ça, à quelque chose qui est entre le folklore et la tradition. Vous n'êtes pas sans savoir ici dans cette maison que la tradition nous rapporte. Et tradition, c'est symbole, et symbole, c'est vérité. Qu'autrefois sur le parvis, qui veut dire paradis, mais on pourrait faire un jeu de mots en disant qu'il était petit ce paradis, car il était tout petit, le parvis de Notre-Dame. Les initiés se rencontraient là pour discuter, pour échanger. Et ils étaient là face à des images, ils étaient aussi là face à eux-mêmes, face à ceux qu'ils rencontraient, et ils découvraient des choses. Là aujourd'hui, je vous ai parlé du folklore des hommes, mais ce folklore, j'ai essayé d'y lire. Eh bien, j'ai essayé aussi, moi, à mon tour, de lire. Et en lisant ces images, il m'est arrivé d'avoir derrière moi, ou devant moi, à côté de ces images, ou très loin de ces images, des gens que je rencontrais. Et que je rencontrais parce que j'étais prêt à les rencontrer. Alors, disons qu'il y a une différence quand même essentielle avec le folklore. C'est dans le folklore, on est tous ensemble, il y a une fête commune. Et parce que je la lis, elle se donne à moi, et parce qu'elle se donne à moi, eh bien c'est l'amour.
Monsieur Pascal Payen-Appenzeller, on vous remercie d'avoir participé à notre émission. Et puis, comme vous l'avez dit vous-même, à une autre fois. Je crois qu'on pourrait vous écouter à longueur de journée sans jamais se fatiguer. Eh bien, merci, à très bientôt.